Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique. Ce matin, nous donnons la parole à un secteur en souffrance, celui de la culture, salles de spectacle, musées, cinéma, artistes. Comment vivent-ils cette situation en Limousin? Réponse juste après le générique. Toujours pas de levée de rideau pour le monde de la culture. Un temps espéré pour cette semaine, la réouverture n'est pas possible à cause de la situation sanitaire, au moins jusqu'à fin janvier. Jean Castex l'a confirmé jeudi soir. Comment les salles de spectacle, les musées, les cinémas, les artistes du Limousin vivent-ils cette situation? Quelles sont leurs attentes, leurs craintes, leurs espoirs? La culture en danger, c'est le thème de notre émission. Et je reçois sur ce plateau 4 invités. Corinne Dupuis-Bonafy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la culture à la mairie de Limoges. Vous avez en charge notamment les centres culturels, les musées municipaux et les bibliothèques. Philippe Lars, bonjour. Bonjour. Vous êtes chanteur, comédien à Limoges. Vous venez de sortir il y a quelques semaines un album, L'Art Solo Dièse 3. Et vous êtes aussi programmateur de la salle L'Embarque Spectacle à Limoges. Tout à fait. Nicolas Blanc, bonjour. Vous êtes le directeur de la scène nationale L'Empreinte en Corrèze, qui est implantée à la fois à Brive et à Tulle. Enfin, Sandra Péché, bonjour. Vous êtes animatrice au cinéma Le Luxe à Bellac en Haute-Vienne, un cinéma associatif. Merci à tous les 4 d'avoir répondu à notre invitation. Jean Castex a donc tenu une conférence de presse jeudi soir et voici ce qu'il a annoncé. Toutes les activités, tous les établissements, tous les équipements qui sont aujourd'hui fermés le resteront encore jusqu'à la fin de ce mois. Les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les équipements sportifs ou de loisirs ne connaîtront dans les semaines qui viennent aucun assouplissement. Nous avions fixé, s'agissant du secteur de la culture, avec Roselyne Bachelot, un point de revoyure début janvier. La situation sanitaire que je viens de vous décrire ne nous permet malheureusement aucune évolution aujourd'hui. Les conditions d'une reprise à compter de début février seront ainsi concertées avec les représentants de ces secteurs que j'ai rencontrés à la fin de l'année dernière. Flou, rien n'est clair, Alors, tout est flou, rien n'est clair. C'est ce que vous disiez, effectivement. Comment est-ce que vous l'avez reçu, vous, cette annonce jeudi soir? C'est... Fatalement, en fait, on s'y attendait, finalement. Et c'est assez blasant de ne pas avoir de perspective, d'évolution et de rien pouvoir prévoir. Nicolas Blanc, pour vous, c'est pareil. Vous disiez dans la presse il y a quelques jours, on est en train d'étouffer. Oui. C'est la sensation que vous avez? Oui, la question des perspectives, en fait, c'est ce qui est le plus problématique, en fait. Je crois qu'on est un secteur qui est en capacité de se réinventer, mais tant qu'on n'a pas de calendrier clair, on est paralysé, en fait. Et c'est stérile. Et donc c'est bien cette envie de dépasser quelque chose qui ne produit rien. On l'a traversé tout au long entre mars et décembre. Là. Donc on a cette expérience-là. Maintenant, on a envie de construire différemment. Mais pour ça, il nous faut des perspectives claires. Ouvrir, ce serait dire que l'art est nécessaire. Est-ce que ça vous met en colère ou pas? Forcément, un peu, par rapport au métier qu'on fait, à tous ces artistes qui ont des choses à dire, et à la situation aussi du pays. On parle d'une 3e vague psychologique, en tout cas morale, et je pense que pour le besoin des Français, il y aurait aussi la nécessité d'avoir accès aux œuvres d'art qui sont une ouverture sur le monde et qui nous donnent de l'air. Ouais. Philippe Lars, vous êtes d'accord avec ça, hein? Oui, forcément. En tant qu'artiste, tout d'abord, évidemment, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va répéter, pourquoi on répète, est-ce qu'on va répéter pour quelque chose qui va se faire, les annulations ou les reports, et qui finissent par devenir des annulations finalement, sont nombreux dans nos métiers. Alors après, il y a aussi les techniciens. Enfin, moi j'ai fait un petit tour, comme je savais que je venais ce matin dans l'émission, j'ai fait un petit tour des copines, des copains, et c'est vrai qu'il y a des techniciens... Les techniciens, on n'en parle pas, mais eux, ils font carrément rien, en fait. Oui. Et ils font partie du monde du spectacle. Et ils souffrent. Et c'est surtout, on ne voit plus personne, on n'a plus ce qui fait le sel de notre vie, c'est-à-dire la rencontre et le partage. Alors, est-ce que vous avez compris, fin janvier, mi-février, Corinne Dupuis-Bonafy, comment vous interprétez les déclarations du Premier ministre? Alors, en fait, on ne sait plus trop quoi comprendre. Cela fait quand même 10 mois. Que la situation perdure. Donc c'est vrai qu'il y a à la fois un sentiment de résignation, mais à chaque fois un sentiment d'espoir. On se dit, ça y est, cette fois, c'est le dernier report. La prochaine fois, ce sera l'ouverture, la réouverture. Et puis, ça commence à faire très long.
Donc effectivement, on est malheureusement dans une projection plutôt assez noire pour les prochaines semaines. Il ne faut pas se masquer la vérité, tout en s'accrochant encore à une lueur d'espoir, mais une très faible lueur. Alors, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a indiqué mardi sur RTL « Nous manquons d'éléments objectifs scientifiques sur les contaminations dans les lieux culturels pour pouvoir les rouvrir ». Je vais faire un peu de provocation, mais quand vous voyez les lieux de culte qui sont ouverts depuis décembre, finalement, ça vous inspire quoi ? Faut pas me demander à moi. Ben, je le fais. Forcément, il y a de l'incompréhension dans tous les sens. La bibliothèque est ouverte, et tant mieux, parce que c'est un lieu très important pour la culture, mais les musées sont fermés. Alors pourquoi la petite salle de spectacle dont je m'occupe, on est obligé de fermer, alors qu'on a tout à fait la capacité de mettre juste 20 personnes dans un espace tout à fait, avec des masques. Enfin, ça, tout le monde le vit, et on le dit et on le redit, quoi. Après, voilà, c'est des coups durs à chaque fois, et on se dit, mais quand Sandra Péché, vous êtes prêt à accueillir les spectateurs ? Non, oui. Et pourquoi la culture ? Pourquoi s'acharner comme ça sur la culture alors que il n'y a pas forcément, voire pas du tout, de clusters qui ont été signifiés dans les salles de spectacle ou dans les salles de cinéma. Enfin, ouais, c'est de l'incompréhension et c'est rageant. Vraiment, c'est rageant. Et si on rêvait d'un monde où on ferme les supermarchés, mais on laisse ouverts les lieux de culture, pour voir comme ça, juste comme ça. Pour manger, ça sera un peu plus dur. Nicolas Blanc, cette ministre de la Culture, est-ce qu'elle pèse sur les arbitrages, d'après vous, vu de l'extérieur, pour un professionnel comme vous ? Alors, quand elle a été nommée, on était plutôt heureux de cette nomination, parce qu'on s'est dit, voilà, une femme politique qui pèse, qui n'a pas d'avenir politique, enfin, dans le sens où sa carrière est derrière elle. Aujourd'hui, on est un peu revenu, en fait. On voit bien que les choses se décident et à l'Élysée et à Matignon, au sein de ce fameux Conseil de défense sanitaire, qui prend les décisions au jour le jour et au fil de ces réunions, sans tenir compte des concertations qu'il peut y avoir parallèlement au ministère de la Culture, puisqu'il y a eu des concertations ces derniers temps, et notamment avant les fêtes, où les professions ont fait des propositions très concrètes, en fait, de nouveaux protocoles sanitaires, d'adaptation, et il n'y a pas eu de réponse. Que là, on n'a pas été entendu et on n'a même pas été concerté, ni ces propositions n'ont pas été regardées, en fait. On a vraiment cette impression-là qu'elles n'ont même pas été regardées, que c'est balayé en disant on verra plus tard. Balayé, même on pourrait dire muselé, si on voit le clip du groupe corrézien Initial Data qui a publié un clip qui s'appelle « À guichet fermé ». Ils apparaissent muets, on va le voir à l'image, bâillonnés par des masques chirurgicaux pour dénoncer les dégâts économiques et humains subis par le monde de la culture. Donc le gouvernement dit travailler à une méthode d'ouverture progressive, encadrée avec les responsables du secteur, pour une possible réouverture début février. Est-ce que vous y croyez, Corinne Puy-Bonafide ? On y croit sans y croire, tout simplement parce qu'à la fin du premier confinement, je crois que tous les établissements culturels confondus ont démontré effectivement qu'ils savaient se mettre en ordre de marche et prendre les mesures sanitaires qui s'imposaient. Donc on est prêt, on est plus que prêt, je dirais même, d'où cette incompréhension généralisée. Pourquoi ne pas ouvrir effectivement dans les conditions qui sont celles déjà mises en place et qui sont prêtes aujourd'hui pour contribuer au redémarrage de l'ensemble des structures. Et qu'on était prêt à durcir aussi. Oui, on était prêt à réduire les jauges. Réduire les jauges encore, passer en dessous des 50%, qui est ce qui est pratiqué dans d'autres pays. On a l'habitude de regarder les exemples en Europe, et il y a des pays qui ont fait le choix de maintenir leur équipement culturel ouvert. Comme quel pays ? Oui, l'Espagne. Le Luxembourg vient d'annoncer qu'il réouvrait les théâtres. Et il y a eu une étude, puisqu'on dit qu'on manque de recul aussi, il y a des études qui ont été faites récemment sur la question de la contamination dans les lieux culturels. Il y a une étude qui a été faite en Allemagne, et il y a une expérience qui vient d'être faite sur Barcelone, notamment où un concert a été organisé. Avec des masques FFP2, pas de distanciation, des tests préalables, et il n'y a pas eu de contamination. Il n'y a pas eu de contamination, c'est le résultat de cette étude. Donc on a quand même un certain nombre de faisceaux d'indices qui font qu'on pourrait l'envisager sérieusement. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière on se demande. Philippe Lars, vous avez sorti donc début décembre le dernier opus de votre triptyque, L'Art Solo Dièse 3. Ça pète un peu de dire triptyque. N'est-ce pas ? Oui, ça fait riche. Comment vous les faites vivre, ces chansons-là, dans la période actuelle ? Moi, alors, au premier confinement, quand on a été pris un peu tous comme des crabes dans l'eau bouillante, dans cette espèce de
de dystopie qui nous arrivait, j'ai décidé de faire des lives dès le début sur le Facebook. Des lives sur la terrasse, sur votre terrasse. Alors j'étais sur ma terrasse, et puis quand il pleuvait, je me mettais quand même à l'intérieur. Ouais. Et donc très vite, il y a eu une petite communauté qui s'est créée autour de ces lives qui m'ont permis donc de garder un contact avec le public et de proposer, de faire des propositions artistiques. Ça fait du bien en tant qu'artiste. Ouais, ça me permettait de me lever déjà le matin pour me préparer, d'avoir une raison de me lever. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait ça devenait fou, quoi. Alors aujourd'hui, on s'est un petit peu plus habitué à ça. Le deuxième confinement, je pense déjà on sortait plus, on avait plus le droit de travailler, on avait plus le droit de faire certaines choses. Par ailleurs, moi, je fais de l'action culturelle aussi. J'ai ma partie artiste, et puis je fais de l'action culturelle auprès de personnes handicapées notamment. Donc ça, il y a des choses qui ont pu être préservées lors du deuxième confinement. Je sais plus où je voulais en venir. Vous avez coécrit aussi à distance. Ah oui, j'ai coécrit à distance, effectivement, avec Sepka notamment. Oui. Et j'ai fait cette chanson qui s'appelle « Je ne veux que des débuts », parce que c'est vrai que là, finalement, on est au début d'une nouvelle période. Est-ce qu'il va falloir qu'on continue à garder ces masques toute notre vie maintenant ? Est-ce que c'est le début je parlais de dystopie, je pense qu'on n'est pas loin de ça, quoi. Sandra Péché, la crise sanitaire, elle bouleverse totalement la filière cinéma dans son ensemble, les tournages, la distribution aussi. Comment ça se passe pour vous ? Vous aviez des films à l'affiche. Si vous rouvrez, ce sera les mêmes, ce ne sera pas les mêmes. Comment ça se gère ? Au niveau distribution, déjà, il n'y a plus de calendrier ou très peu de calendrier de sortie de films. Les films sont soit repris, repoussés, donc normalement à cette nouvelle année. On ne sait même pas si vraiment ça va pouvoir se faire ou pas. Nous, notre objectif, c'est quand même de reprendre des films qui étaient à l'affiche, que les gens souhaitaient voir, qui m'ont demandé. Donc, je pense notamment à Dieu les cons ou Poli, ne serait-ce que ces films-là, que j'aimerais, pouvoir rediffuser malgré tout. Oui. En ce moment, votre cinéma, il ressemble à quoi ? C'est vide. J'essaye de le faire vivre quand même. J'ai laissé l'affichage dehors, à l'extérieur. Je me dis que j'essaye de le renouveler. En fait, ça me fait du bien à moi aussi de changer l'affichage et je le fais vivre par les réseaux sociaux aussi, en postant de temps en temps des choses sur le cinéma, sur ce qui se passe aussi, sur l'actualité. Et j'essaye comme ça de faire vivre le cinéma. J'y vais malgré tout toutes les semaines puisqu'il faut faire des tests pour le projecteur. Donc je l'ai fait pendant les vacances, j'en ai eu les frissons. Rien que moi, faire les tests au cinéma, j'ai eu des frissons. Et on sait que la période des fêtes, c'est souvent une grosse part des rentrées annuelles. Ça veut dire que financièrement, c'est compliqué, c'est très dur ? Oui, c'est assez dur, oui. Nous, on tourne beaucoup plus, en plus, pendant la période des vacances scolaires, en mettant des séances déjà en plus le matin. Donc, on tourne à 4-5 séances par jour. Là, totalement fermé, le néant, quoi. Donc, on sollicite les aides de l'État qui sont proposées, ouais. Elles sont à la hauteur pour l'instant pour vous ? Je pense, oui. Oui. Il faut voir par la suite combien de temps ça va durer. Et Corinne Dupuis-Bonafy, vous avez en charge les centres culturels notamment, qui sont à la fois des salles de spectacle et des lieux d'apprentissage. Ils se sont adaptés pendant le confinement. Il y a eu les CCM à la maison, des vidéos en ligne, on va en voir quelques images. Comment les personnels vivent-ils la situation actuelle ? Parce qu'elle dure quand même. Je crois qu'on a pu noter pendant cette période la réactivité de l'ensemble du secteur culturel et puis sa capacité d'adaptation qui est quand même... assez incroyable, je dois dire. Peut-être encore plus pour ce deuxième confinement, puisque finalement, on avait tiré les enseignements du premier. Et je crois qu'on a joué aussi, on a joué collectif, on s'est serré les coudes parce qu'on y croit, parce qu'on sait que la culture a une place essentielle dans la société, encore plus dans un moment comme celui-ci qu'on est en train de traverser. Donc, je ne vais pas vous dire que le personnel a toujours été joyeux. Il y a eu des moments un petit peu difficiles parce que chacun a aussi dans sa vie personnelle des difficultés. Cette crise touche tout le monde. Mais ensemble, on avance. On a créé de nouvelles choses. On a créé de nouvelles façons de diffuser la culture. Et je pense que de tout ça, il restera de toute façon quelque chose parce que le monde d'après... je suis persuadée, ne sera pas tout à fait comme le monde d'avant, même si on reprendra bien sûr le chemin, on l'espère tous rapidement, des salles de spectacle. Alors pour les cours, il y a eu à peine un mois d'activité avant de passer aux cours à distance. On va voir quelques images des cours de hip-hop de Ken Thué. Une question toute simple. Depuis janvier, le conservatoire a repris des classes d'instruments, etc. Et pas les centres culturels. On a du mal à comprendre. Vous aussi ?
Nous aussi, effectivement, puisqu'il y a des informations pas très claires, voire un peu contradictoires qui nous parviennent. Le conservatoire est un établissement d'enseignement, donc l'enseignement peut reprendre. On a besoin encore d'avoir quelques éclaircissements concernant les centres culturels qui, eux, représentent simplement le loisir et non pas l'enseignement, pour savoir si on peut justement réamorcer les ateliers ou pas, exclusivement toujours pour les mineurs toutefois. Hein. Voilà. Oui, pour les adultes, c'est pas possible. Non, il faut avoir plus de 18 ans pour avoir accès à la culture. Alors, au niveau de l'organisation, ça veut dire que vous allez vous adapter encore dans les semaines qui viennent? On continue au quotidien, on s'adapte tous les jours. C'est un travail continu d'adaptation. On suit l'actualité, on a beaucoup d'échanges, on communique également beaucoup avec d'autres collègues de structures privées, mais également avec d'autres villes. Et on essaye tous ensemble d'avancer et de trouver les solutions. Nicolas Blanc, pour les semaines, les mois à venir, vous aviez un festival du Bleu en hiver qui devait démarrer. Comment ça va se passer? Alors, on vient de l'annuler, on vient de prendre la décision de l'annuler. Compte tenu des difficultés du secteur, en fait, et notamment celui des musiques, et des musiques jazz en particulier, qui manquent de visibilité et dans un esprit de solidarité. Et le festival est aussi un endroit de coopération, puisque c'est un collectif qui porte le festival. On a décidé de tenter le report. Donc on s'organise pour le reporter au beau jour. Donc le Festival du Bleu en hiver, on espère conduire une édition qui sera du Bleu en été, comme on l'a fait avec Danse en mai, qui s'est tenue en septembre en ouverture de saison l'an dernier. Oui, on va aller au-delà du nom, quoi. On va garder l'événement. Vous avez signé la tribune d'Ariane Mouchkine il y a quelques jours, qui dit au gouvernement en substance: faites votre métier, arrêtez de jouer de la flûte, je la cite, faites votre devoir, organisez cette campagne de vaccination comme il se doit pour que nous puissions, artistes, nous, faire le nôtre. Ça veut dire qu'il faut être patient, mais la vaccination, c'est quelque chose qui va compter pour les salles comme la vôtre? Je pense, oui. Je pense que c'est quand même l'issue de cette crise, c'est la vaccination. Donc oui, mettons-la en place au plus vite. Et c'est certainement la lueur d'espoir qui nous permettra, pour ce qui nous concerne, de réouvrir l'activité et j'espère de reprendre une vie normale, oui. Est-ce que l'idée d'un passeport vaccinal pour accéder aux structures de spectacle, ça peut être quelque chose à étudier? Moi, j'y suis pas spécialement favorable, je crois pas. Je pense qu'il faut... cette maladie, elle touche plutôt des personnes en fragilité, et, notamment la question des personnes âgées. Donc, si on vaccinait déjà ces personnes-là, ça désengorgerait les hôpitaux. Et donc, ensuite, c'est la responsabilité de chacun. Ça risque de fâcher du monde en France, ce passeport vaccinal. Oui, c'est très polémique, oui. Alors moi, j'ai pas forcément d'avis préconçu sur l'histoire, mais pour en discuter un peu autour de moi, il y a des gens qui sont farouchement anti-vaccins et qui, s'ils ne peuvent pas, eux, accéder à la culture alors que celui qui est vacciné, ça devient très, très compliqué. Un mot sur les musées, Corinne Dupuy-Bonafy. On dit qu'ils pourraient peut-être rouvrir peut-être plus tôt que les salles de spectacle. Par exemple, il y a l'expo Suzanne Valadon qui a été interrompue. Vous avez des infos là-dessus ? Alors, les musées, je dirais que c'est encore plus compliqué. Dans l'incompréhension, on ne comprend absolument pas, puisque effectivement, toutes les conditions nous paraissaient être réunies pour assurer l'accueil du public dans des conditions optimales. Donc, effectivement, il est annoncé aujourd'hui qu'ils pourraient être les premiers à réouvrir. Reste à savoir quand est-ce que ces premières réouvertures auront lieu. Pour l'exposition Valadon, c'est pour la ville un crève-cœur, puisque cette exposition qui est absolument magnifique et qui peut être découverte virtuellement. Voilà, virtuellement. Malheureusement, elle est dans nos locaux jusqu'au mi-février, donc c'est-à-dire jusqu'à demain. Et c'est absolument terrible d'avoir monté une exposition qui n'aura été vue par personne en présentiel. C'est quelque chose de difficile à vivre pour tout le monde et pour les équipes qui ont beaucoup travaillé sur ce projet. Alors, une fois le constat fait, parlons un petit peu finances, puisque tous ces mois d'inactivité, évidemment, ça coûte de l'argent. Sandra Péché, comment ça se passe pour le cinéma, le luxe ? Vous êtes aidée par diverses collectivités, par l'État. Par l'État aussi ? Oui. Fonds de compensation, fonds de solidarité, tout ce qu'on a pu solliciter, on l'a fait, oui. Et la mairie de Bellac aussi, par exemple ? Ça sera les subventions habituelles qu'on reçoit de la mairie, oui, tout à fait. Donc il faut être économe en ce moment, c'est ça ? Oui, voilà. Tout est sujet à économie, oui. Philippe Lars, pour vous, c'est pareil, Moi, je suis intermittent du spectacle, donc j'ai mes allocations au chômage, puisque c'est un système comme ça, donc qui perdurent jusqu'en août 2021, mais la saison 2020-2021 est quand même sacrément entachée déjà. Oui. Certains réclament que ça soit prolongé jusqu'à décembre, d'ailleurs. Oui. Alors après, on sait que quand on a ces allocations au chômage, grosso modo, on a à peu près 60-70%
de ce qu'on gagne habituellement, puisqu'on n'a plus nos cachets. Donc ça veut dire, grosso modo, j'en ai parlé avec plusieurs personnes, et entre 20 et 40% de pertes financières, ce qui peut se tenir sur un an. Bon, ben voilà, on fait. De toute façon, on n'a pas le droit de voyager, on n'a pas le droit de. Donc déjà, on fait pas mal d'économies. On dépense moins. C'est clair. Et après, mais il y a la situation des artistes qui sont en micro-entreprise. Alors là, je sais pas du tout pour eux comment ça se passe, parce que ils ont probablement une aide initiale de l'État. Je sais pas si vous avez des infos là-dessus, mais pour les artistes qui sont en micro-entreprise, c'est-à-dire qui n'ont pas fait le choix d'aller voilà. Et puis après. Il y avait notamment, alors je tenais à en parler quand même parce que ça m'a un petit peu choqué, la SACEM qui avait promis aux artistes qui faisaient des lives, et donc je faisais partie puisque je l'ai dit tout à l'heure, de les rémunérer pour ces lives-là. Et en fait, on s'est rendu compte là en janvier, à la répartition de janvier, qu'il fallait avoir fait 1000 vues au minimum pour avoir droit à une rémunération de la SACEM, ce qui fait que moi, j'ai pas dépassé les 850 vues, ce qui fait que je n'ai eu si j'ai une rémunération de 11 € ce mois-ci de la SACEM, qui est censée aider les artistes, on va dire, les petits artistes, quoi, les petits gars comme moi qui avons pas... Vous voulez dire que ça va rémunérer les plus gros et pas les petits, quoi. Évidemment, oui, c'est vrai, on sait bien que Aubert, il va dépasser largement les 1000 vues. Je n'ai rien contre lui, évidemment, mais voilà, puisqu'il a fait pas mal de lives, donc lui, il va avoir une rémunération énorme sur ses lives Facebook, alors que les petits gars comme moi, et il y en a plein, qui ont fait des lives, Ça veut dire que vous, par exemple, tous les concerts que vous ne faites pas, qui pourraient servir à financer votre création, etc., vous avez des plans B, des cagnottes, des choses comme ça ? Pour sortir Solar, Solo Dièse 3, j'ai été obligé de faire un Ulule cette année, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Ulule, c'est une plateforme qui permet de financement participatif. Peut-être qu'il ne faut pas citer trop de marques, je ne sais pas, on a le droit. Et donc, c'est la première fois depuis 20 ans que je demande, en quelque sorte, ce qu'on appelait avant une souscription, en réalité, voilà, acheter l'album en avance. C'est la première fois depuis 20 ans que j'ai été obligé de le faire, puisqu'effectivement, tous les cachets que je devais avoir, qui me permettent habituellement de poursuivre ma création, n'ont pas eu lieu cette année. Donc voilà. Nicolas Blanc, au niveau financier, pour l'empreinte, quelles conséquences ? On a un budget de demain qui a chuté, notamment par les recettes de billetterie. Ouais. On a la chance d'avoir l'ensemble des collectivités publiques et de l'État qui nous ont maintenu l'ensemble de leur participation, et les aides du gouvernement, notamment les exonérations de charges liées à la fois au chômage partiel et aux exonérations de charges qu'on a pu bénéficier sur la période du premier confinement. On attend les exonérations de charges éventuellement du deuxième confinement, de celui de novembre et décembre. C'est à l'étude, on n'a pas encore les décrets. Mais donc, bon, on a sauvé l'année 2020. Ouais. Voilà, on aborde l'année 2021 avec prudence. Forcément. Oui, on sent que le Premier ministre, il prépare presque les esprits à des choses plus drastiques. Les festivals d'été, par exemple, vous, c'est quelque chose qui... Ils ne sont pas garantis pour vous à l'heure où on parle, là, ces festivals ? Je pense que ça se joue maintenant, dans la possibilité de les tenir. Donc, une fois encore, les questions de calendrier dont on parlait en début d'émission sont très importantes. L'impact économique des festivals d'été, on l'a bien mesuré cet été, la difficulté dans laquelle ça mettait certains territoires en termes d'attractivité et autres. Mais la décision, elle est à prendre là, dans les semaines qui arrivent. Oui, Brief Festival a annoncé sa programmation, par exemple. D'autres vont sans doute le faire. Ils jouent gros, en fait. Bien sûr. Je pense qu'ils jouent leur survie pour certains, puisque 2 annulations de suite, je ne sais pas si beaucoup vont s'en remettre, effectivement. Corinne Dupuis-Bonafy, comment vous gardez le lien avec les fidèles, ceux qui ont les cartes pour aller voir les spectacles ? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont mises en place en cette année bizarre ? Oui, on a mis en place un certain nombre d'outils justement pour garder ce lien. Alors déjà, il faut savoir, nous, que par exemple, la bibliothèque aujourd'hui est ouverte, donc cette mission de lecture publique existe aujourd'hui. Donc déjà, on a un retour des lecteurs dans la BFM. C'était compliqué au premier confinement. Ensuite, avec les adhérents des centres culturels, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de tous les cours qui sont proposés à distance, de toutes les captations de spectacles aussi également qui sont proposées. L'Opéra, de son côté, a mis en place un service où effectivement le personnel appelle les adhérents. Voilà. Donc il y a un certain nombre de liens tissés. Qu'il est difficile de garder, encore une fois, ça commence à être très long, quoi. Et dans le temps, on sent bien qu'il y a de la part du public aussi un certain essoufflement. On le voit avec les ateliers des centres culturels, il n'y a pas le même engouement qu'il y a pu avoir au départ. Les gens se lassent aussi, beaucoup de gens restent isolés, donc ça devient compliqué et je crains que d'autres problèmes apparaissent.
Et on parle beaucoup de la situation dans les villes, mais moi je connais beaucoup de gens qui habitent dans les milieux ruraux et là c'est encore pire, quoi, parce que souvent le seul lien social et culturel c'est le bistrot, et le bistrot est fermé évidemment, il organise des concerts, des expos. Et pour la ruralité, on en parle très peu, mais je pense qu'il y a encore plus de défaitisme et de désespoir. Sandra Péché, vous aussi, vous gardez le lien via votre page Facebook, par exemple, avec les fidèles du luxe. Oui, voilà, oui. Après, les habitants de Bellac, du coup, je les croise régulièrement, les cinéphiles aguerris qui viennent régulièrement. Même les gens, du coup, me reconnaissent et bien sûr, on se dit bonjour, on discute. Et on a eu pas mal de soutien là, de la part du public, et ils sont là, prêts à revenir dès que le cinéma le pourra. On a vu qu'il y a un certain nombre de films qui font le choix des plateformes maintenant pour être vus. C'est un risque aussi pour les structures comme la vôtre de perdre cette manne, cette offre en tout cas de cinéma. Oui, parce que y a déjà le choix d'un distributeur qui a décidé que ces films, sortiront en salle, mais seront disponibles le mois suivant sur les plateformes. Donc c'est une perte pour nous, oui, ça c'est sûr. Et je pense que ça n'a rien à voir un film en salle et tout seul devant chez soi, devant la télé, ça n'a rien à voir. Et c'est une grosse perte, oui. On approche de la fin de l'émission. En un mot, Nicolas Blanc, vous êtes optimiste ou pas pour 2021 ? Est-ce que vous avez un message à faire passer à vos spectateurs, aux gens qui nous regardent, par exemple, sur le rôle, l'importance de la culture ? Surtout un message au gouvernement à faire passer. Allez-y, c'est le moment. Donnez-nous un calendrier. Oui, oui. Ayez le courage de poser ce calendrier-là, même s'il doit être difficile. Je pense que la profession, elle est prête, parce qu'elle a les moyens de s'organiser et de préparer l'avenir différemment. Et laissez-nous travailler avec le milieu scolaire, laissez-nous accueillir des élèves, puisque les conservatoires sont ouverts et que les écoles sont ouvertes. Faites qu'on puisse organiser des représentations, au moins pour les scolaires. Ça fera du bien aux artistes et aux enseignants. Le message est passé. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, j'ajoute que France 3 Nouvelle-Aquitaine et France 3 NOA aussi ont proposé une programmation exceptionnelle pendant les fêtes avec beaucoup de spectacles sur les antennes. Ça a été aussi le cas pendant le premier confinement. Ça fait partie des missions du service public et on y tient. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Elle sera disponible en replay sur notre site internet. Tout de suite, c'est le Flash Info. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.